Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage assez étrange, important, inclassable, qui présente la double caractéristique d'être à la fois très connu, d'avoir exercé une influence considérable depuis Maritain et les surréalistes jusqu'à Michel Houellebecq, si l'on veut prendre cette image, et qui est en même temps un grand inconnu ou un grand méconnu. Il s'agit de René Guénon, qu'il faut peut-être qualifier de métaphysicien en attendant d'apporter un peu plus de précision. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 excellents connaisseurs de la vie et de l'œuvre de René Guénon, que je vais rapidement vous présenter. Jean-Pierre Laurent, vous êtes docteur ès-lettres et ancien professeur d'histoire. Vous avez enseigné à partir de 1975, je crois, l'histoire des courants ésotériques à l'École pratique des hautes études. Vous dirigez la revue Politica Hermetica. Vous avez évidemment publié beaucoup de choses, notamment sur l'ésotérisme chrétien, mais vous avez surtout dirigé le cahier de Lerne sur René Guénon, qui est paru en 1985, et en 2006, aux éditions d'Hervy, vous avez publié René Guénon, les enjeux d'une lecture. Pierre-Marie Sigaud, vous êtes professeur de lettres, vous êtes directeur de collection, vous l'avez été d'abord aux éditions de l'Âge d'Homme, vous l'êtes maintenant aux éditions L'Harmattan. Vous avez publié dans cette collection de très nombreux auteurs proches de René Guénon à différents égards, que ce soit Coomaraswamy, Jean Borella, Fridtjof Schuon et bien d'autres. Dans cette collection, vous venez tout juste de faire paraître un nouveau livre de votre plume, intitulé « Guénon au combat », des réseaux en mal d'institutions. D'après ce que j'ai pu voir, ça parle notamment beaucoup de la critique du monde moderne par Guénon, avec des correspondances inédites. Et puis, par ailleurs, vous avez dirigé vous-même en 1984 le dossier H sur René Guénon, Guénon ayant eu le privilège à peu près unique de bénéficier à la fois d'un dossier H et d'un cahier de Lerne. Xavier Accard, vous êtes historien, et dans le cadre de l'École pratique des hautes études, vous avez soutenu en 2005 ou 2004, 2005, une thèse de doctorat absolument monumentale sur l'influence exercée par Guénon, thèse qui a donné naissance à un livre lui-même de plus de 1200 pages qui s'intitule « Guénon ou le renversement des clartés » avec une préface d'Antoine Compagnon. Vous avez aussi publié un livre sur Guénon en 2001 qui s'appelle L'ermite de Douki. C'est la période finale, je suppose, de la pensée de Guénon. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier. Vous avez une émission hebdomadaire sur les ondes de Radio Notre-Dame et vous venez de publier chez Talandier un roman, ou peut-être faudrait-il dire un récit, qui s'appelle Le dormant d'Éphèse et où Guénon apparaît à plusieurs reprises, notamment à propos d'une rencontre avec Pierre Naville. Et enfin, David Bisson, vous êtes docteur en sciences politiques et historien des idées, chercheur associé à l'Université de Rennes et chargé de cours à l'Institut catholique de Rennes. Et en 2013, vous avez publié chez Pierre-Guillaume Deroux un gros livre, plus de 500 pages, là aussi, sur Guénon, intitulé « René Guénon, une politique de l'esprit », qui est venu s'ajouter à la déjà très longue bibliographie qui existe concernant la pensée de Guénon. Alors, avant de vous donner la parole, je dois faire un petit survol très très rapide pour... Excusez-moi, oui, je vous en prie. Je voudrais apporter une précision concernant l'auteur du livre « Guénon au combat ». Oui. Il n'est pas de ma plume, c'est Jean-Pierre Laurent qui est l'auteur du livre. Ah mais oui, excusez-moi Jean-Pierre Laurent. Voilà. Non, c'était délicieux. Très grande erreur. Excusez-moi, bien sûr. J'ai confondu avec le directeur de collection. Bien, voilà. Vous faites très bien de donner cette précision. Alors, René Guénon. Bon, René Guénon est né à Blois
en 1886 dans une famille angevine très catholique. Il est l'auteur de 27 livres, dont 10 recueils posthumes. On peut citer un certain nombre de titres, je vais en citer 6 ou 7 parce que c'est sans doute parmi les plus connus. Il y a son introduction générale à l'étude des doctrines hindoues en 1921, L'homme et son devenir selon le Vedanta en 1925, Le roi du monde en 1927, La crise du monde moderne également en 1927, Autorité spirituelle et pouvoir temporel en 1929, Le symbolisme de la croix en 1931, Les états multiples de l'être en 1932 et Le règne de la quantité et les signes des temps en 1943. Guénon a beaucoup écrit sur la métaphysique, les doctrines traditionnelles, les religions orientales, la critique du monde moderne, l'hermétisme, l'occultisme, le symbolisme. Vous préciserez tout à l'heure de quelle façon, mais est-ce que je simplifie trop ou est-ce que même à la limite je caricature si j'essaye de résumer ce qui a été un peu le cœur de la démarche guénonienne en disant que René Guénon est un homme qui était convaincu qu'il a existé dans des temps lointains une tradition primordiale dont sont héritières à des titres divers la plupart des grandes religions de l'humanité, en sorte que ces religions ont conservé une vérité sous-jacente héritée de la tradition primordiale de ce qu'il appelle, ainsi que d'autres auteurs, la tradition avec un grand T, qui est autre chose que le traditionnalisme chrétien, bien entendu. Et l'idée forte de Guénon, c'est que cette tradition primordiale, finalement, ne s'est bien maintenue que dans un certain nombre de religions ou de croyances orientales, que l'Occident s'est converti très vite au rationalisme, au matérialisme dès la Renaissance, et qu'il ne reste que quelques bribes de cette tradition dans des milieux aussi différents que certains cénacles maçonniques ou que l'ésotérisme chrétien, par exemple. Ça vous paraît un résumé abusif ou trop simple? Qu'est-ce que vous pourriez ajouter avant que nous voyions la biographie de Guénon? Si je peux me permettre, je crois que vous avez très bien résumé la pensée de René Guénon. Alors je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Pour moi, René Guénon a une intuition fondatrice, une intuition première, qui est la suivante: il existerait un message commun à toutes les grandes traditions religieuses de l'humanité. Et il va réussir à formaliser cette intuition première dans son concept de tradition, comme vous l'avez très bien dit, écrite avec un T majuscule. Cela signifierait que de cette tradition primordiale regroupe toutes les grandes traditions religieuses de l'humanité autour d'un noyau transcendant unique, tout en gardant chacune d'entre elles leur qualité spirituelle spécifique. Et je crois que c'est là l'intuition fondatrice de René Guénon, sur lequel il va ensuite fonder toute sa pensée. Alors, ça va le mettre d'ailleurs dans une position de porte-à-faux, bien souvent, parce qu'il va manifester de la sympathie à, par exemple, l'Église catholique, mais si certains vont l'accepter, d'autres ne voudront pas du tout se voir réduits à être les dépositaires partiels d'une tradition qui elle-même ne serait pas spécifiquement catholique, voire d'être rabattue sur l'Orient. Donc il va y avoir 1000 discussions. Il a été franc-maçon lui-même, et ça ne l'a pas empêché de collaborer sous pseudonyme à une revue antimaçonnique. Donc on trouve toutes ces contradictions chez René Guénon. Alors, on va essayer de voir ça un peu plus en détail. Je crois qu'il faut suivre le fil de sa vie. Jean-Pierre Laurent, comment est-ce qu'on peut résumer, parce que malheureusement on ne peut pas descendre dans le détail, les recherches un peu éclatées, qui sont celles du jeune René Guénon, qui se trouve confronté, je dirais, à l'occultisme hérité de la Belle Époque, avec l'ordre martiniste, l'hermétisme du mage Papus, l'ordre rénové du Temple, l'église gnostique,
et il va se frotter à tout ça, parfois avec sympathie, puis il va s'en distancer en y voyant des démarches parodiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période qui s'arrête vers 1915, disons? Oui, mais l'ensemble des titres que vous avez cités montre tout à fait la complexité du personnage. En fait, la vie de René Guénon, c'est un millefeuille, avec une enfance venant d'un milieu catholique, avec de très bonnes études. Il y a eu un professeur de philosophie, spécialiste de Dante, etc. Et assez poussé, tout à fait classique comme formation. Et puis, il s'en va, après ses années de jeunesse, il va à Paris, où là, il va s'immerger complètement dans le monde occultiste. Et il va s'en dégager en mettant en valeur cette idée d'une unité profonde et d'un sens profond. Il y a une recherche de vérité très profonde, comme l'a souligné David Bisson, qui va ensuite servir de colonne vertébrale à l'ensemble de sa vie. Mais il reste que l'œuvre ensuite a été complètement marquée par ces stades différents de sa vie. En particulier, il se dégage de l'occultisme en essayant de se rattacher à ces éléments traditionnels épars que l'on peut retrouver dans les grandes religions, y compris dans le sens oriental du terme. Mais là, évidemment, il va y avoir des grands flottements qu'on retrouvera dans l'ensemble de sa pensée et que l'on retrouve surtout chez les gens qui vont être ses successeurs, d'où les difficultés auxquelles vous avez fait allusion maintenant avec les choix qu'on pourra faire. En gros, à l'époque, il va continuer à la Sorbonne avec ce qu'on appellerait aujourd'hui un Master 2 sur le calcul infinitésimal, puis une agrégation de philosophie où il a été admissible à l'agrégation. Donc il y a des liens à ce moment-là très profonds avec le groupe Maritain, avec Noël Maurice Denis Boulet. Et pendant cette partie de sa vie, ça va aboutir à une série de publications juste à l'après-guerre, dans lesquelles il va poser l'essentiel de sa doctrine. Et là, il s'adresse, et c'est au monde catholique qu'il s'adresse, et pratiquement exclusivement au monde catholique, mais un monde catholique qui serait régénéré en admettant une dimension ésotérique des choses, d'où la réconciliation avec la maçonnerie et avec l'Orient. Et oui, les ruptures viendront après. N'anticipons pas trop sur les stades ultérieurs. Dans cette période un peu de jeunesse, il y a quelque chose qui apparaît comme une constante également chez Guénon, c'est le souci qu'il manifestera toute sa vie de se rattacher à une filiation authentique. Et c'est ça qui va l'amener à rejeter souvent des groupes ou des groupuscules qui ne lui apparaîtront pas comme très sérieux, justement parce qu'il leur manque cette filiation authentique. Il fera d'ailleurs, je crois, des petits livres très critiques sur la théosophie de Madame Blavatsky, sur le spiritisme, l'erreur spirit, etc. Et au contraire, puisque c'est surtout dans cette direction qu'il se tourne au départ, dans l'hindouisme en particulier, il va essayer de trouver des maîtres spirituels, des transmetteurs qui lui permettront de se rattacher à cette filiation. En fait, dans la période donc, de l'immédiate après-guerre, il n'insiste pas tellement sur cet aspect de transmission spirituelle. Oui. Il va surtout développer ça une fois qu'il va quitter l'Occident pour s'installer en Égypte, où là, il va insister sur la transmission initiatique, etc. Mais justement, dans toute cette période des années 20, si vous permettez qu'on passe à ce moment-là, où il y a cette crise après la Première Guerre mondiale, cette crise de conscience après le massacre de la Première Guerre mondiale, il va plutôt se baser sur les doctrines de l'Inde, justement, et plutôt sur une conception de ce qu'il appelle la métaphysique orientale, ce sera le titre d'une de ses conférences données à la Sorbonne, pour que les Occidentaux, et en particulier les catholiques, retrouvent la profondeur de leur tradition, mais sans souligner cette importance de la filiation traditionnelle qui deviendra en effet essentielle ensuite, me semble-t-il. Avant de passer aux années 20, juste un petit retour en arrière. D'abord pour dire que c'est la période où il se marie, avec sa première femme, une institutrice catholique. Très catholique. Il se marie en 1912. Sa femme mourra d'ailleurs prématurément en 1928. Et Guénon entre en contact, c'est assez curieux, avec Jacques Maritain et avec les courants néo-thomistes qui font beaucoup parler d'eux à cette époque.
Maritain sera d'ailleurs son éditeur à la Nouvelle Librairie nationale. Alors pour des raisons stratégiques. Oui, je sais bien. Pour contrer le néo-spiritualisme, mais pas tellement pour mettre en valeur l'aspect positif de son Maritain qui est encore proche de l'Action française. Il ne s'est pas encore complètement dégagé de cela. Et puis on va arriver, alors là on passe dans les années 20, à ce grand débat extraordinaire d'ailleurs, entre où Guénon, condamné par Maurras d'un côté, mais encensé par Léon Daudet ou des auteurs moins connus comme Gonzague Truc, en 1924, je crois, Guénon publie Orient et Occident, dans laquelle il développe complètement sa thèse, selon laquelle l'Occident est irrémédiablement condamné parce qu'il est devenu matérialiste, individualiste, n'est-ce pas, alors que le salut vient de l'Orient où se sont conservées des traditions plus authentiques. Et 3 ans après, Henri Massis, furieux, pas seulement en réaction à Guénon, mais disons, en tout cas dans la direction opposée, publie son célèbre livre « Défense de l'Occident », qui est une attaque en règle contre l'Orient. Il faut dire d'ailleurs que Massis, qui est un peu excessif, fait commencer l'Orient à la rive droite du Rhin, n'est-ce pas? L'Allemagne, pour lui, c'est déjà l'avant-poste de l'Orient. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette querelle, sur ses relations avec Maritain et tout cela? Alors, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que Guénon, c'est assez étonnant, dès son premier livre, l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues en 1921, qui avait été refusé comme thèse par Sylvain Lévy à l'École pratique de hautes études, mais va obtenir une reconnaissance intellectuelle de premier plan immédiatement. Ça, j'ai découvert en faisant ces recherches. Marcel Jousse, qui est un grand anthropologue, le cite. René Grousset, qui est un historien de l'Asie, va citer dès 1923 cette introduction générale comme un classique. Donc il y a vraiment une reconnaissance. Claudel, Malraux dira que ça a été un ouvrage décisif. Il y a une reconnaissance intellectuelle immédiate. Et en effet, donc, bénéficiant de sa reconnaissance intellectuelle, Guénon va publier Orient et Occident en 1924. Et là, coup de chance, ou alors qu'il avait chanté les choses, se déclenche ce qu'on appelait la querelle des appels de l'Orient, entre surtout Romain Rolland et Henri Massy, en fait. Voilà. Romain Rolland dit, après ce désastre de la Première Guerre mondiale, l'intelligence, la culture occidentale ne nous suffit plus, tournons-nous vers l'Inde, vers les grands maîtres hindous notamment. Et Henri Massy, lui, pour lui, en fait, l'Orient, pour Henri Massy, c'est plutôt l'Orient vu par les Allemands, en fait. Ouais, c'est cet aspect un peu de Schopenhauer ou de ce bouddhisme nihiliste, etc., qui vient pour dissoudre l'intelligence française, l'intelligence latine. Donc il y a cette confrontation entre Romain Rolland et Henri Massy, et Guénon va prendre une position médiane en disant en quelque sorte « appuyons-nous sur ce qui reste justement de commun et d'universel dans ces grandes doctrines hindoues pour faire renaître l'Église catholique pour un redressement de l'Occident. » Parce qu'à cette époque-là, contrairement aux années 30, il a, en tout cas dans ses livres, il prétend encore avoir un espoir de redressement traditionnel de l'Occident. Et c'est vrai qu'avec ce livre Orient et Occident, c'est plus seulement la reconnaissance intellectuelle, mais il va avoir une notoriété extraordinaire. On l'a complètement oublié, je l'ai redécouvert en faisant ces recherches, mais il va faire la couverture de magazines, il va être au centre du débat des cahiers du mois, et tous les petits groupes, parce qu'il y a toute une génération émergente, une génération intellectuelle qui rejette le monde positiviste de leur père, va être fasciné par Guénon. Et tous ces groupes vont venir, et donc le plus connu évidemment le groupe surréaliste, tous vont venir le courtiser pour qu'il participe à leur... On va en parler dans un instant, parce que je crois que c'est très... Il joue cette carte à fond à ce moment-là. Il y a un Guénon qui est de l'intelligentsia parisienne, qui fréquente les salons parisiens. C'est lui de tout l'écultisme ou l'ésotérisme. Et voilà. Il sera radicalement... La rupture sera radicale après. Alors, c'est intéressant parce que ça devient une figure du monde intellectuel. Exactement. En même temps, et là, il faut le souligner, je crois, parce que c'est très important, Guénon ne s'engage pas politiquement et il ne cessera de prendre ses distances, non seulement vis-à-vis de toute forme d'engagement, mais de toute récupération politique de sa doctrine. Cela dit, on constate que, à droite, entre guillemets, il va être apprécié à cause de sa critique du monde moderne, mais à gauche, il va être apprécié en raison de sa critique du nationalisme, car pour lui, le nationalisme est typiquement un phénomène de la modernité. Alors vous avez... Le nationalisme, mais pas les nations, en fait. Non, bien sûr, mais le nationalisme. Vous avez évoqué Romain Rolland, et donc la revue Europe. Et puis alors là, on arrive effectivement
aux surréalistes avec Naville, André Breton et tous les autres. Et ça, il faut peut-être insister là-dessus. En plus, je pense que votre livre a été très précurseur dans cet inventaire, disons, de l'influence. On connaissait quelques propos de Breton qui se demandaient dans les années 50, mais que serait devenu le surréalisme si Guénon nous avait accordé sa collaboration. Mais en fait, on se rend compte que c'est Léris, Queneau, Artaud, toutes les figures de proue du surréalisme qui vont être intéressées, donc de cette génération qui sont intéressées par Guénon, qui lisent Guénon. Et en fait, l'œuvre de Guénon d'ailleurs va provoquer une sorte de fracture dans le surréalisme. On voit que Artaud, puis un peu Daumal, qui est un surréaliste tardif en quelque sorte, vont se détacher du surréalisme, notamment à cause de la critique du néo-spiritualisme et de la psychanalyse que fait Guénon. Donc, qu'est-ce que le surréel en quelque sorte? Et Guénon vient dire, le surréel, c'est justement cette dimension suprarationnelle qui s'oppose à cette dimension infrarationnelle. En fait, c'est vrai qu'on n'y a peut-être pas assez insisté, mais chez Guénon, donc avec ce livre, notamment L'homme et son devenir sur l'enlevé d'Anta, qui paraît juste après Orient et Occident en 1925, il y a vraiment une vision de ce qu'il appellera les états multiples de l'être et d'un cosmos qui est étagé, en fait, qui se déploie, où il y a un dessous et un dessus, où il y a un principe qui est à l'origine de ce... Et donc toute une métaphysique qui est là pour Guénon pour être une sorte de support à la réalisation spirituelle. Donc il y a aussi toute une doctrine spirituelle qui va apparaître à partir de 1925 avec L'homme et son devenir sur l'enlevé d'Anta, puis qu'il développera avec le symbolisme de la croix, les états multiples de l'être dans les années 30. Ça, je crois que c'est un sujet que très peu de gens connaissent ou connaissaient. L'influence sur le groupe surréaliste, sur André Breton, le théâtre d'Antonin Artaud, la peinture, l'œuvre de René Daumal, le poète du grand jeu, n'est-ce pas? Et puis, j'ai repéré, moi, dans votre livre, toute une série de noms, y compris dans les décennies suivantes, où on repère l'influence de Guénon, Raymond Queneau, André Gide, Jean Prouillan, Simone Weil, Pierre Naville, André Malraux, jusqu'à Paul Ceran, Louis Pauwels, Alain Danielou et bien d'autres, hein, sans oublier l'historien des religions roumain Mircea Eliade. Hein. Et puis, pour l'anecdote, rappelons aussi qu'à la fin de sa vie, Drieux-La Rochelle s'est mis à lire fébrilement, pourrait-on dire, Guénon, que Carl Schmitt cite lui-même Guénon. Simone Weil. Et puis on arrive aux choses récentes, comme Houellebecq qui parle de lui, etc. Donc Guénon, là j'anticipe un peu sur la dernière période de sa vie, mais on s'aperçoit que même lorsqu'il s'est mis en retrait, il a exercé une influence quand même considérable. Ah, si je peux revenir juste sur un point de son début d'itinéraire, parce qu'il y a quand même, là Jean-Pierre Laurent pourra confirmer, il y a quand même une énigme de René Guénon, parce qu'on a beaucoup parlé justement de son rapport avec l'Orient, et il est l'un des premiers introducteurs de la grande pensée de Shankara en Occident. Oui. Et personne n'a réussi justement à dévoiler ce mystère. C'est d'où est-ce que René Guénon tient cette connaissance particulièrement approfondie des doctrines hindoues. Et pas des doctrines hindoues en général, mais de la doctrine de la non-dualité en particulier, portée par Shankara. Ça, je crois que ça reste un énigme dans l'itinéraire de Guénon qui, pour l'instant, n'a jamais été soulevé. Oui, incontestablement. Alors là, c'est une question vraiment tout à fait importante et essentielle, parce qu'il y a une contradiction entre une reconnaissance de Guénon, y compris dans des milieux hindous, de la qualité de la pensée, de l'approche, et une faiblesse de la documentation qui est tout à fait remarquable. Et là, je crois qu'on touche vraiment au fond de l'œuvre. Quand on essaye d'approcher Guénon par les catégories bien établies, métaphysicien, philosophe, historien. Alors, en historien, le Moyen-Âge, il est complètement nul. Et ça aboutit à des intuitions, en revanche, intellectuelles ou spirituelles, je mets entre guillemets, d'autres comment en jugeront, et qui sont tout à fait remarquables. Et il y a une distorsion étonnante entre la qualité de la pensée. Pour moi, Guénon, c'est un auteur spirituel, dans le sens complet du mot, et puis les faiblesses de l'argumentation. C'est pour ça que cette approche en millefeuille, cette approche linéaire de l'œuvre me paraît tout à fait essentielle de remise en contexte. Ouais. Il y a des choses qu'il n'a pas dites, finalement. Je fais ici une petite parenthèse pour dire, parce que
dès qu'on parle d'un auteur qui s'est occupé d'hermétisme, d'occultisme, etc., ça dérape très rapidement. Hein. Vous êtes les uns et les autres des gens très sérieux, des spécialistes universitaires, donc vous pouvez attester que Guénon est un personnage qu'on peut prendre au sérieux. On n'est pas forcé de le suivre, ni de l'approuver, bien sûr. Moi, je suis personnellement assez sceptique sur la tradition primordiale, mais le problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est que Guénon est un auteur tout à fait. Il a une place dans l'histoire des idées. Voilà. Hein, il a une place dans l'histoire intellectuelle française indéniable. Voilà, absolument. Donc, en tant que tel, il doit être pris au sérieux. Là, on est unanime là, sur ce point. Alors, il y a une chose d'ailleurs qui a nui, il faut le dire, à Guénon, même s'il l'a favorisé dans certaines circonstances, c'est que son nom, notamment en Italie, a été constamment associé à celui d'un autre auteur célèbre, Julius Evola. On ne va pas rentrer dans le détail de la pensée de Julius Evola, parce que ça c'est une autre émission, je dirais, mais beaucoup de lecteurs d'Evola ont été happés par la lecture de Guénon. Les deux hommes se sont connus, mais il y a eu très vite des désaccords. Si on prend les grandes catégories indiennes, on dirait que Guénon était un brahmane et Evola voulait être un guerrier, un kshatriya, n'est-ce pas? Mais surtout que Guénon ce qui veut dire qu'il voulait faire de la politique en même temps qu'il s'intéressait à la spiritualité, alors que Guénon disait non. C'est déjà une concession au monde moderne que de vouloir s'engager en politique. Pour comprendre la relation entre les deux hommes, et puis surtout le rapport que l'on peut entretenir vis-à-vis de chacun d'eux, il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que les lecteurs de Julius Evola finissent toujours, à un moment donné ou à un autre, par lire René Guénon. Parce qu'ils comprennent que le fondement de la pensée d'Evola, c'est René Guénon. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est assez rare que les lecteurs de René Guénon vont par la suite lire Julius Evola. C'est-à-dire que Guénon est le maître, ce n'est pas la même génération. Evola, c'est une génération après. Evola est dadaïste et il va trouver Guénon, et donc c'est Guénon qui va influencer Evola. Et Guénon va l'accompagner en se disant bon, peut-être qu'on va tirer quelque chose de bon d'Evola, et puis il va être désespéré, il se dira mais non, on n'ira jamais nulle part. Et après-guerre, en 1945, il refusera que la tradition hermétique d'Evola soit inclue dans la collection tradition que fonde Paulan à la Nouvelle Revue Française pour lui. Oui, alors ça, c'était un détail que j'ai appris récemment, que j'ignorais tout à fait il y a quelques années. Guénon dit qu'il s'oppose à l'édition d'un livre d'Evola dans la même collection que lui. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, il y a un point commun, néanmoins, entre les deux, c'est que leur pensée s'est formée à la suite d'un examen suivi d'un rejet d'un certain nombre de spiritualités qu'ils vont juger insatisfaisantes. Hein. Guénon a fréquenté tout un tas de milieux occultistes dont il s'est distancé, et voilà, l'un de ses principaux livres sur les spiritualités contemporaines est une sorte d'examen où ils disent qu'il a pu le séduire, mais pourquoi il a fini par les rejeter. Hein. Mais bon, on va peut-être je crois ajouter. Je crois que le point commun, c'est une anti-modernité absolument radicale, qui fait que c'est une famille d'esprit. Mais une fois, et ça c'est essentiel, mais une fois cela admis, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose en fait. C'est vrai. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a cet axe fondateur d'une critique radicale du monde moderne, appuyée dans les deux cas sur l'idée que ce qu'il faut opposer au monde moderne, c'est la tradition primordiale ou ce qu'il en reste. C'est déjà énorme. Mais ils ont une conception différente. Mais en dehors de ça, ils sont en désaccord sur tout. Notamment sur la notion de la transmission traditionnelle. Pour Guénon, comme vous le disiez, c'est essentiel. Et donc, il ne peut que refuser le néopaganisme, en quelque sorte, ce que Evola développera. Mais la tradition, c'est un mot valise. Oui, tout à fait. Et finalement, on reverra ça, là j'anticipe, on verra ça sur les générations de lecteurs successifs. Personne ne s'entendra sur le mot tradition, sur un certain nombre de concepts. Mais tous deux sont d'accord pour estimer que nous sommes rentrés dans le Kali Yuga, dans l'âge sombre, l'ère du loup, etc. À ce propos, j'aime beaucoup une parole de René
Malo, qui disait qu'au XXe siècle, il y avait eu deux grandes critiques radicales de la modernité. La première était portée par René Guénon. Il s'agissait d'une critique principielle du monde moderne, qui se fondait notamment sur le patrimoine symbolique et religieux. Et l'autre grande critique, c'était la critique radicale portée par Marx, qui, elle, se fondait sur les rapports de classe et les rapports économiques. Et il arrivait à mettre en reflet, alors à front renversé, ces deux grandes critiques radicales de la modernité. Alors, ce qu'on peut dire sur la critique de la modernité, je trouve que c'est assez intéressant, c'est Jean Borella qui avait remarqué ça. Il y a trois ouvrages fondamentaux de Guénon. Il y a Orient et Occident, la crise du monde moderne et le règne de la quantité après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en fait finalement une approche spatiale, Orient et Occident, une approche temporelle, le monde moderne et le monde ancien, et une approche métaphysique, le règne de la quantité, où on va du pôle de la qualité au pôle de la quantité. Donc c'est intéressant que cette critique se décline en trois livres comme ça. Je ne sais pas s'il y a eu des travaux universitaires, par exemple, sur une sorte de lecture parallèle, d'ailleurs, de la crise du monde moderne de Guénon et révolte contre le monde moderne d'Evola. Ça serait intéressant de suivre dans le détail les points de contact et les points de divergence. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la crise du monde moderne est un essai que Guénon a écrit à la demande de Gonzague Truc assez rapidement. Et franchement, c'est peut-être son livre le plus accessible, mais c'est vraiment pas son meilleur livre. Le règne de la quantité, les signes des temps est un ouvrage magistral qui paraît en 1945. Et s'il y a un ouvrage qu'il faut lire pour comprendre vraiment la pensée de Guénon, c'est celui-là. Tandis que chez Evola, révolte contre le monde moderne occupe une place de pivot assez centrale. Oui, c'est son opus magnum, très clairement. Alors, on arrive au grand tournant de 1930, parce que finalement tout ça s'est passé assez vite. En 1930, mars, je crois, Guénon part au Caire pour 3 mois, et en fait, il ne reviendra jamais. Il s'installe en Égypte, donc au Caire, il prend le nom Abd al-Wahid Yahya. Abd al-Wahid Yahya, il apprend l'arabe, il créera d'ailleurs une revue en langue arabe qui s'appellera Al-Marifa. Il se marie à nouveau en 1934 avec une musulmane qui lui donnera 4 enfants. Et il se convertit à l'islam dans la filière... Attendez. Je termine la phrase. Il se convertit à l'islam, vous allez me corriger, dans l'optique exclusive de la filiation spirituelle soufie. On est d'accord là-dessus? Non. Alors, je précise. Non, en fait, c'est vrai que dans sa jeunesse, il s'est affilié à beaucoup d'initiations, de choses différentes, vous disiez, et notamment, probablement fin 1910 ou en 1911, il a reçu une initiation d'Ivan Agheli, qui était un peintre suédois qui avait reçu lui-même une initiation de la Chadilia, qui est une confrérie soufie. Et donc, il pratiquait depuis le soufisme, depuis, enfin, plus ou moins. Et donc, là, il ne va pas se convertir. Il a toujours dit, je m'installe. D'ailleurs, même dans sa vision, ce n'était pas possible de se convertir, puisqu'il y avait cette unité des traditions. Mais tout ça pour dire qu'il était déjà soufi depuis très longtemps. Il prononce la Shaïda. Ah, mais il l'avait déjà prononcé, j'imagine, bien avant. Il a séparé complètement, et ça on touche au fond de la pensée, là aussi, ésotérisme et exotérisme. C'est ça. Et il s'est considéré comme soufi sans être musulman. D'accord. Et c'est encore dans la ligne d'Agheli, dans un certain islam qu'on pouvait avoir au Moyen-Orient, à ce moment-là, c'est encore pensable. Et ce qui devient totalement invraisemblable plus tard. Voilà, la contradiction est complète sur ce point. Et aucun soufi aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de participer à un colloque au musée d'Aquitaine avec des gens très très favorables à l'intégration dans les milieux, dans la culture française. Et lorsque j'ai soulevé cette question de la non-conversion, qu'en fait il a écrit « Je ne me suis jamais converti ». D'accord. Et là, ils ont tous fait des bons. Non, parce que c'était impensable dans l'approche de l'islam aujourd'hui, mais c'était encore vraisemblable dans les années 20. Alors, sans parler évidemment d'une autre évolution qui est le rejet du soufisme même dans beaucoup de milieux, salafistes aujourd'hui. Mais évidemment, bon, il apprend l'arabe, il adopte une tenue orientale, il déclare « je me sens plus chez moi qu'en Europe ». Mais vous avez raison d'insister sur cette filiation soufie, plus dire qu'il s'est converti à l'islam est certainement un raccourci, une erreur, plus qu'un raccourci. Alors, à cette époque-là,
Guénon vit, je crois, dans une certaine pauvreté, hein, dans une extraordinaire discrétion. Il rencontre très peu de gens, il tient son adresse secrète. Il reçoit quelques personnes choisies attentivement. Il passe ses journées à écrire et à prier. Il entretient une correspondance volumineuse, comme il l'a toujours fait, très appliquée. Il écrit régulièrement dans la revue Le Voile d'Isis, qui prend en 1936 le titre de Études traditionnelles. Et il continue d'exercer son influence, notamment par le relais de Jean Bruyant à Gallimard. Et son livre de 1945 sur les signes des temps est une sorte de succès d'édition. Il lui vaut un regain d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, dans tous ces années 30, il disparaît de la scène intellectuelle. Il ne publie plus dans des grandes revues comme il le faisait dans les années 20. Il devient invisible et on lit les études, le Voile d'Isis qui devient les études traditionnelles, qui est la revue d'obédience guénonienne, en secret. Mais tous les écrivains continuent à le lire. Et puis, on sent que juste avant la Première Guerre mondiale, il y a une sorte de petit regain d'édition. Et en fait, il va y avoir une sorte de germination pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment, on voit dans les milieux parisiens littéraires, c'est la lecture commune entre Pollan, qui est plutôt dans la résistance, et Drieux, qui est dans la collaboration. Mais ils lisent tous les deux Guénon, et ce sera d'ailleurs le dernier message entre Pollan et Guénon sera autour de Pollan et Drieux sera autour de Guénon. Et donc, Pollan va préparer avec Luc Benoît une collection à la Nouvelle Revue Française pour publier les ouvrages. Et c'est vrai qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ça va être une sorte d'explosion éditoriale. Il va publier plusieurs nouveaux ouvrages et il va avoir un grand succès d'édition. Guénon est aussi un point commun en pointillé entre Drieux d'un côté et Malraux de l'autre. Oui, tout à fait. Les deux hommes ont été largement en contact. Alors surtout que tout au long des années 30, et là il faut bien le rappeler, quand il est justement retiré au Caire, René Guénon quitte presque volontairement quand même le milieu intellectuel pour entretenir par contre des réseaux beaucoup plus confidentiels, notamment autour de la revue Études traditionnelles. Et c'est là, il me semble, quelque chose qui va être absolument fondamental et qui rend, à mon avis, Guénon particulièrement actuel aujourd'hui, c'est qu'il va faire corréler son système métaphysique, son système traditionnel, avec l'obligation, en tous les cas, le soin de le compléter par ce qu'il appelle une réalisation métaphysique. Et il va vraiment s'attacher, à partir des années 30, à développer tout ce segment de sa pensée, à savoir comment vivre dans sa propre chair la tradition. C'est-à-dire que la tradition n'est plus seulement un concept théorique, elle va devenir une notion qu'il est possible de mettre en acte dans un cheminement qui est décrit comme initiatique. Et c'est là, comme Xavier le rappelait tout à l'heure, que se fait la jonction entre réalisation spirituelle et pensée traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui va rendre justement sa pensée opérative, comme on pourrait le dire dans les loges messianiques. Alors, Guénon meurt en 1951 au Caire. 2 ans après, il y a d'ailleurs une association des amis de René Guénon qui se constitue en Égypte, où il faut rappeler qu'il y avait une communauté francophone assez importante à cette époque. Et ici, avant de parler de sa postérité, j'aimerais bien que vous disiez quelques mots de 3 personnages qui ont quand même joué un rôle important auprès de Guénon. Le premier, de longue date, c'est Ananda Coomaraswamy, dont je crois que le fils ou fils adoptif deviendra directeur de l'université Al-Azhar du Caire, il me semble. Enfin, bon, en tout cas, Coomaraswamy. Michel Valsan, Fritjof Schuon et Michel Valsan. Schuon sera très très proche de Guénon, mais ils vont se brouiller pour des raisons doctrinales, touchant, je crois, surtout les sacrements chrétiens. Coomaraswamy, qui veut... Oui, oui, vous l'avez, après tout, vous êtes l'un de ses éditeurs. De Schuon, surtout. Oui, Coomaraswamy. Oui. Coomaraswamy, c'est un peu l'ouverture de la pensée dite traditionnelle ou pérennialiste vers le monde anglo-saxon. Oui, c'est un Indien. C'est un Indien, mais c'est un Indien quand même très occidentalisé. Enfin, occidentalisé, peut-être pas en esprit, mais en tout cas, il avait fait ses études en Grande-Bretagne, il était de culture anglo-saxonne.
Et il occupait donc, il dirigeait le musée des Beaux-Arts des Antiquités anciennes à Boston. Et sa relation avec Guénon a été extrêmement fructueuse. Ils ont échangé beaucoup de correspondances. Et en particulier, il a influencé Guénon dans son appréciation du bouddhisme. Guénon, en bon disciple de Shankara et de l'Advaita, avait considéré le bouddhisme comme une hérésie de l'hindouisme. Et Coomaraswamy a fait un réel travail de concert avec un personnage dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui est un personnage important, qui est Marco Pallis. Marco Pallis, qui était à la fois un musicien, un alpiniste et un amoureux du Tibet, qui s'est converti au bouddhisme tibétain d'ailleurs, et qui a été à la fois en lien avec René Guénon et avec Fridtjof Schuon. Et Marco Pallis et Coomaraswamy. Marco Pallis, c'était un grec, d'origine grecque, mais anglais. Donc c'est toujours le côté anglo-saxon de l'ère pérennialiste ou traditionnelle. Et ils vont tous les deux aider Guénon à corriger son point de vue sur le bouddhisme. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que si Guénon a été sensible aux arguments de Marco Pallis et de Coomaraswamy, qui était très respecté en tant qu'universitaire, oui, en fait, un travail et qui était très connu dans le monde anglo-saxon. Donc pour Guénon, c'était véritablement un appui important. De notre côté, Pierre Pulby et André Préau, qui ont beaucoup échangé avec Guénon pour essayer de réorienter sa pensée sur le christianisme, sans parler évidemment du conflit avec Schuon, on peut en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, ne sont pas parvenus à ébranler sa conviction. Il leur disait oui, mais oui, tout ça c'est très bien. Il y a effectivement, en particulier dans le christianisme oriental, l'ésotérisme, etc. Mais et il en revenait à son idée d'une extériorisation. La grande idée de Guénon sur le christianisme, c'est que le christianisme a perdu sa dimension ésotérique, parce qu'au départ, c'était une sorte de confrérie initiatique. C'est caricatural ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et donc le christianisme a perdu sa dimension ésotérique, et malgré les arguments, malgré la lecture de Lossky sur l'Église d'Orient, etc., il n'a pas changé d'avis. Et ça a été l'occasion de la rupture avec Schuon. Schuon qui représentait quand même le volet opératif de l'aboutissement, aurait dit Marcel Clavel, Jean Rayor, l'aboutissement opératif de la pensée de Guénon, enfin en tout cas de son œuvre, puisque c'est lui qui était à la tête de la tarika, une tarika, c'est-à-dire une groupe soufi, une confrérie soufie, à la tête de la tarika qui était issue des milieux guénoniens. Et Schuon avait contesté dans un article qui a été d'ailleurs, qui n'est plus disponible, qui s'intitule « Mystère christique », il avait contesté l'idée de Guénon selon lequel les sacrements chrétiens n'étaient pas initiatiques. Et il pensait au contraire qu'ils avaient pleinement... si les sacrements chrétiens étaient ceux qu'ils disaient d'eux-mêmes, c'était une quasi-blasphème que de penser qu'ils n'étaient pas, qu'ils n'occasionnaient pas la transformation spirituelle que littéralement ils promettaient, quoi, voilà. Et ça a été la rupture. La vie de Fridtjof Schuon est également tout un roman jusqu'aux Indiens d'Amérique. Jusqu'aux Indiens d'Amérique. Et Valzane, Michel Valzane. Oui, ben, le rapport triangulaire Guénon-Schuon-Valzane résume absolument l'ensemble et la question qu'on posait précédemment sur le rapport ésotérisme et religion. Pour Schuon, on est dans la perspective ancienne, avec un ésotérisme qui surplombe l'ensemble des religions, qui donne l'axe central de l'œuvre. Et Valzane, c'est la conception nouvelle. Il est impossible de séparer l'ésotérique du religieux. Donc, on va appliquer la charia. Sinon, on ne peut pas. Et donc, ça amène d'autres types de contradictions qu'on va retrouver dans les lectures postérieures, où justement, puisqu'il y a toute une partie de l'œuvre qui dit qu'il faut séparer ésotérisme
du religieux. Et après, l'interprétation va se faire en sens inverse à partir des travaux de Wallerstein, qui d'ailleurs sont des travaux très scientifiques et très valables à un autre niveau. Mais c'est là le cœur de la difficulté d'interprétation. Elles sont typiques dans les positions de... Alors, Guénon aujourd'hui, c'est toujours terrible de dire l'actualité d'un auteur qui, par définition, se voulu inactuel, n'est-ce pas? Mais de sous-questions, les milieux guénoniens. Il y a toujours, bien sûr, des milieux guénoniens, de revues d'inspiration guénonienne. Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est là aussi un peu trop sommaire, de dire qu'il y a 3 catégories de guénoniens, les guénoniens catholiques, les guénoniens maçons et les guénoniens musulmans, ou bien est-ce que ça vous paraît artificiel comme... Je dirais que ça ne m'apparaît pas si artificiel que cela. Alors je préciserai en disant que peut-être que les plus nombreux sont quand même ceux qui se sont rattachés à l'islam soufi. Oui. Que par la suite, René Guénon est particulièrement discuté dans les loges maçonniques. Alors je ne saurais pas dire s'il y a des loges qui se présentent aujourd'hui comme exclusivement guénoniennes. Dans certains petits, sûrement que si, dans certains milieux catholiques, je ne saurais pas le dire. En tous les cas, il y a aussi certains groupes bouddhistes, voire certains groupes hindouistes, qui se rappellent à Guénon, quoi. Oui, pardon, je t'en prie. Oui, en même temps, il y a une prise de distance de la maçonnerie vis-à-vis de Guénon qui est très nette par rapport à ce qu'il y a encore une dizaine d'années. C'était le maître à penser en matière de symbolisme. Le mot n'a pas encore été prononcé. Et là, il y a maintenant, c'est les travaux des historiens qui ont montré que ce que disait Guénon sur la tradition primordiale, tout ça, c'était quand même à revoir. Et moi, je pense que ça tient au fait que ces loges guénoniennes, justement, ont essayé d'exercer un magistère sur la maçonnerie, se transformer en maître à penser. Et là, ils se sont heurtés à la tradition libérale de la maçonnerie, qui est la base et qui est commune à toutes les obédiences, même qui sont complètement opposées, aussi bien politiquement que sur la question religieuse. Et c'est cette question-là. Et là, ça c'est commun. Ils sont tous libéraux. Et l'exercice d'un magistère a été absolument... et ça montre la limite de l'influence de la pensée guénonienne sur la maçonnerie actuelle. Oui, c'était le cas de la loge, je crois, la Grande Triade. La Grande Triade en 47 ou quelque chose comme ça. Oui. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, ça c'est vraiment la réception directe de Guénon, mais c'est toute l'influence indirecte. Ouais. C'est-à-dire que notamment pour toute l'introduction des doctrines orientales, que ce soit le bouddhisme tibétain, l'islamologie, la connaissance du soufisme, à la fois dans les milieux universitaires et à la fois chez les pratiquants, si j'ose dire, l'influence de Guénon est considérable. On va se servir de la terminologie guénonienne pour traduire des textes tibétains. Et beaucoup de représentants du bouddhisme tibétain sont marqués par Guénon. Dans l'islam, il y a beaucoup d'islamologues aujourd'hui spécialistes d'Ibn Arabi qui sont en fait des disciples de Michel Valzan, où il y a Michel Chotskrevitch, et puis aujourd'hui il y a Denis Grill et Éric Geoffroy, qui sont des grands universitaires spécialistes du soufisme, mais qui sont tous marqués par cette pensée. Même dans le yoga et l'hindouisme, Michel Hulin dit des choses très positives sur Guénon, et il y a des spécialistes comme Tara Michael qui disent qu'il y a un avant et un après Guénon, comme il y a un avant et après la Révolution française en ce qui concerne la compréhension du yoga, etc. Donc, Henri Corbin, c'était aussi beaucoup. Alors Henri Corbin, j'ai écrit un grand article, j'ai mis en évidence et j'ai retrouvé son premier article qu'il a publié sous le pseudonyme de Trangny. Et en fait, son premier article consiste à dire sa dette envers l'œuvre de Guénon, en fait. Ouais. Et à dire que grâce à lui, il s'est tourné vers ses... Enfin voilà, donc oui, Guénon a une influence. Alors après, ils se sont brouillés parce que Guénon a fait un compte-rendu un peu dur d'un des premiers livres de Corbin, etc. Mais ça, c'est une autre question. Mais je crois que sur le plan de l'histoire culturelle, l'histoire intellectuelle française, on ne mesure pas l'impact de l'œuvre de Guénon, par ricochet. Et maintenant, on n'en est même plus conscient, parce qu'évidemment, il y a des dérivations. Mais c'est lui qui est à l'origine de beaucoup d'ouvertures. Ouais. Alors, une question complémentaire, mais là, je m'adresse un peu aux chroniqueurs de Radio Notre-Dame. Oui. On peut être catholique et guénonien ? Qu'est-ce que ça veut dire être guénonien, en fait? Est-ce que c'est pas une religion, le Guénon? Non, c'est pas une religion, mais c'est un système, quand même. Hein. On rentre ou on rentre pas. C'est-à-dire, on adhère à un certain nombre de postulats de base ou on les rejette en bloc. Mais je dirais que c'est Olivier Clément, donc, qui était une grande figure, qui est venu d'ailleurs, qui a été traducteur de Julius Evola dans les Cahiers du Sud avant de devenir une des grandes figures de l'œcuménisme et de l'orthodoxie, disait dans l'œuvre
tout mène au Christ dans l'œuvre de Guénon et tout en détourne. Et je trouve que c'est un paradoxe assez juste. Donc je pense que l'œuvre de Guénon, d'ailleurs, a été pas mal discutée dans les milieux catholiques. Il y a des articles du cardinal, qui était d'abord Jean Danielou, avant d'être le père Danielou. Le père de Lubac pensait faire quelque chose. Il y a eu beaucoup de critiques. Et on voit qu'on ne peut pas rejeter en bloc cette doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des aspects très positifs, il y a des aspects qui font réfléchir. Et finalement, Guénon, sur le fond, avec cette question de tradition primordiale, pose au catholicisme la question que posent aujourd'hui officiellement des jésuites comme Jacques Dupuy, par exemple, sur la question de la théologie du pluralisme religieux. Quel est le sens de l'existence de toutes ces religions? Et c'est vrai que pour un catholique, c'est assez compliqué de se positionner par rapport à ça. Si le Christ est l'unique médiateur, quelle valeur donner? Alors après, il y a cette idée de semence du verbe, etc. Donc je pense que c'est plutôt... je pense qu'en effet, on ne peut pas... je ne suis pas sûr qu'on puisse accepter le système guénonien en étant catholique, mais en revanche, c'est une œuvre qui je pense, est extrêmement stimulante, même pour un catholique. Oui. Donc finalement, on reste dans l'image de l'inclassable. Hein? Oui. Je ne sais pas qui avait parlé de Guénon pour dire que c'est un personnage diaphane. C'est dans l'ermite de Douki, c'était Daniel Lançon, qui est un spécialiste des milieux francophones égyptiens, et qui disait qu'il était... C'est vrai, au milieu de... Il vivait en retrait. Et même d'ailleurs, les gens qu'il rencontrait, notamment Chion, quand il allait le rencontrer au Caire, a été très déçu. Parce qu'il a été déçu par la banalité de sa conversation, par son inexistence. D'ailleurs, on le voit sur les photos, Chion est comme ça, dans sa djellaba magnifique, et Guénon est comme ça à côté de lui. Il n'avait pas de... Il vivait à travers sa plume. C'était un homme, un pur intellectuel, en fait, qui vivait dans sa plume, en fait, à travers son... Mais lui était totalement retiré et évitait tout contact avec les intellectuels occidentaux, les milieux occidentaux. Tout le monde essayait d'avoir son adresse, mais il déjouait toujours les gens qui essayaient de venir le voir. En ce sens, il est vraiment diaphane, en effet. Oui. Au sujet du catholicisme, peut-être faudrait-il quand même mentionner le nom de Jean Borella. Oui, absolument. Parce que il a été très influencé par Guénon. Il a produit une œuvre philosophique et, on peut dire, théologique et métaphysique assez exceptionnelle, trop méconnue. Et c'est sans doute lui qui a fait le travail le plus fondamental sur Guénon et le christianisme, les faiblesses, les failles de la pensée guénonienne par rapport au christianisme, mais en même temps, il a toujours tenu à souligner en même temps les aspects positifs. Ce qui lui a valu pas mal de critiques aussi, d'ailleurs. À Jean Borella. Ah oui, tout à fait. Et donc, il a quand même écrit ce livre extraordinairement savant et profond, qui est Ésotérisme guénonien et mystère chrétien, qui, à mon sens, règle, ou en tout cas... enfin, on ne serait peut-être pas d'accord, mais résout un certain nombre des problèmes. Parce que c'est vrai que c'est avec le christianisme que Guénon a eu un problème, si je puis dire. Voilà. Oui. Très bien. Merci d'être venu parler très vite, malheureusement, parce que on voit toute la complexité de l'œuvre et de la pensée de Guénon, mais personnage qui a traversé le siècle comme ça, qu'on ne voit pas toujours, et qui est toujours là, et qui finalement, dans l'actualité jusqu'aujourd'hui, la plus récente, conserve une audience, une influence et une présence. Dernièrement, il y a par exemple la réplique de l'émission d'Alain Finkielkraut. Marc Fumaroli dit je suis passionné du règne de la quantité ici des temps. C'est un auteur que ça me marque profondément. Et puis d'un autre côté, il y a Steve Bannon, et puis en Russie, Alexandre Dugin, le bras droit de Bolsonaro, qui est visiblement est passé par là. De Carvalho aussi, qui est un guénonien, ce qui était très surprenant. Moi, j'ai découvert ça, stupéfaction. De nouveau, on peut dire qu'il y a une influence souterraine de René Guénon encore aujourd'hui. Oui, mais le souterrain ne lui aurait sans doute pas déplu. Exactement. Bien, merci et à bientôt.